et bienvenue à vous, chères étudiantes, chers étudiants, votre prof Jean-François Sénéchal. Bienvenue à votre podcast préféré, ton rendez-vous hebdomadaire. On prend un café ensemble, c'est ton podcast. C'est un podcast d'accompagnement. T'avais jamais eu ça, t'as ça pendant cette belle session d'automne. Belle session d'automne. 10 novembre, j'enregistre. Nous sommes, il est quoi? Il est 11h, 10 novembre. Neige, slush, agadou, nommez ça comme vous voulez, là. Puis la nuit qui semble avoir gagné sa bagarre contre le jour. Écoutez, il fait noir à 16h. C'est un peu décourageant tout ça. Mais 10 novembre, c'est quoi? 10 novembre, c'est ma fête. Eh oui! Je parle jamais de ma fête à mes étudiants, mais là, j'ai 50 ans, fait que je me suis dit, on va faire une exception, je vais vous le dire. 50 ans, ben oui, je suis vieux. Chopped and hunk, comme on disait c'était le trend, c'était quand? C'était au début de l'année, peut-être en juillet, août. 50 ans, ben je vous souhaite que ça ressemble à ça, votre vie à 50 ans. Une belle vie académique, intellectuelle, enthousiasmante, bien entourée, dans un milieu de travail stimulant, je dis avec aucune ironie. Là, j'adore et j'apprécie chacune de mes journées dans ce rôle. En plus, j'ai la chance de pouvoir faire du sport, des voyages. J'ai une famille extraordinaire. Ils ne m'écoutent pas, je le dis quand même, vous le saurez. Mais bon, la confidence, le ton de la confidence s'arrêtera ici. Profitez comme moi, de ce beau lundi 10 novembre, malgré le froid et malgré la noirceur qui s'installe et qui va peut-être nous laisser tomber. Peut-être qu'on va gagner cette bagarre, je vous le promets, au tournant du 20 décembre. Cette semaine, pour t'aider à passer à travers ce genre de température, pas de café glacé cette semaine. Café glacé, comment j'allais dire ça? Pas de café glacé cette semaine, pas de Fatoumata. Fatoumata, vous avez écouté l'épisode la semaine dernière. Il y en a plusieurs qui ont aimé, qui m'ont fait signe, qui me l'ont dit. Mais cette semaine, j'ai une autre surprise pour vous. Pas de Fatoumata. Personne qui a répondu à ma demande. Je vous avais dit, là, on est à l'automne, il n'y a pas un étudiant, une étudiante là, qui aimerait s'enregistrer avec moi. J'ai pas de nouvelles, mais je vais vous présenter quand même un de vos collègues. Cet été, il avait répondu à l'appel. Il était venu en studio enregistrer avec moi. Je me souviens très bien de cette rencontre avec Adam, c'est son prénom. Et il est arrivé 15 minutes en retard avec son lunch. Ça sentait les frites. Puis Adam était drôle et engagé. C'était toujours le fun d'avoir ce genre. Écoute, on avait jasé 1 heure avant, 1 heure après, ça finissait plus. Mais voilà, une très belle rencontre. Ça change de mes enregistrements où je suis seul. Je suis convaincu que vous allez aimer. Allez, bonne écoute. Adam Atia est là. Comment ça va, Adam? Ça va très bien. Comment est-ce que toi, ça va? Ça va très bien. Atia, c'est ça? Ouais, tu l'as bien eu. J'aurais pu te demander ça avant de commencer. Ah non, j'ai entendu du Attila, j'ai entendu du Assia. T'inquiète, j'hésite aussi. Atia, ouais. Excellent. Écoutez, quand j'ai fait l'invitation la semaine dernière, je me disais, il y a sûrement quelques étudiants qui vont accepter l'invitation. Puis j'avais une courte liste secrète dans ma tête. Je me disais, je suis sûr que si j'invite, il y en a qui vont dire oui. Puis effectivement, Adam faisait partie de cette courte liste-là. Je me disais, c'est sûr que lui, c'est le genre que si je l'invite, il va venir. Adam, il s'implique, il répond, il m'envoie des indices de podcast. Est-ce que tu t'impliques tout le temps activement et engagé comme ça dans tous tes cours? Non. Ben, tu sais, je pourrais mentir et dire, oh oui, je suis une personne très engageante dans la vie. Là. Moi, là, je suis la première personne qui sonne à la porte puis qui dit coucou à mes professeurs. Là. Je les vois avant même que le cours commence. Tu fais pas ça souvent? Ben, c'est parce que, c'est selon ton horaire, puis tu sais, c'était de quoi de quand même assez hebdomadaire, facile à faire rapidement. Tu sais, je prends 5 minutes après avoir écouté le podcast que j'ai noté le petit indice pour me rappeler, parce que j'ai une petite tête mémoire de poisson en rouge. Ouais, puis tu l'envoies tout de suite. C'est ça. Ben non, c'est ça. Donc, je savais que t'allais dire oui. Il m'envoie toujours Adam
des petites blagues dans ses courriels, là, un petit peu d'humour absurde, des fois un petit peu d'humour caustique et bien noir. J'aime bien ça, ce genre de... J'ai regardé aussi ton profil de badge. Je voyais des badges aide et entraide, humour, des mimes aussi. Tu m'as partagé quelques mimes. Puis qui me disait qu'il m'a envoyé une belle photo aussi de son voyage vers son stage, où il s'en va à son stage, puis il regarde ou il écoute le podcast. D'ailleurs, c'est quoi ton stage? Dans le fond, je suis stagiaire en construction de chantier. Donc, c'est un site éolien. Le nom du site, c'est Des Neiges Sud. Puis, dans le fond, c'est un projet à 1,1 milliard de dollars. Puis, on parle de Vous faites quoi? On fait des éoliennes. C'est faux. On fait pas les éoliennes. On met le chemin, le site, puis préparer le chantier pour mettre ça là. Exactement. Fait que nous, dans le fond, notre job, c'est, on veut des éoliennes, on veut qu'elles soient placées, mais c'est une forêt pour le moment. Puis on fait le chemin, on met en place les infrastructures, on prépare le béton qui s'en vient. Le béton, l'électricité, le chemin qu'on a dit, ou même des fois des infrastructures pour nous aider durant la production du chantier, puis l'irrigation des éoliennes. C'est ça qu'on oublie, là. Les éoliennes, c'est le fun quand c'est en haut, puis c'est une belle énergie environnementale, mais avant qu'ils soient construites, il faut ouvrir des chantiers, puis s'assurer. Tu m'as dit qu'il y en a combien des éoliennes? Il y en a environ 57. 57, fait que ça prend des chemins immenses, Beaucoup. un chantier, puis on se prépare tranquillement à monter ces éoliennes-là. Et puis des grues, là. Il faut une grosse grue. Grosse grue, gros été pour toi, puis un cours que j'imagine qui prend beaucoup de place un peu trop de place dans ta vie déjà bien occupé. Un été bien riche. Mais Adam, merci encore d'avoir accepté de m'accompagner aujourd'hui. Ah, ça fait plaisir. Écoutez, module 10, cette semaine, on a deux sujets principaux. La pression d'autorité et la pression groupale ou pression de groupe. C'est notre petit module psychosociologie. Donc, c'est des thèmes qu'on va aborder cette semaine. Donc, la force exercée par l'autorité, donc sur toi, sur tes collègues, et la force exercée par tes collègues sur toi. Donc, ça, c'est les deux principaux sujets. Donc, premier sujet, c'est ton rapport à l'autorité, soumission, contestation de l'autorité, les différentes formes d'autorité, ton rapport à l'autorité. Puis, deuxième sujet, c'est ton rapport aux autres, donc à tes semblables. Est-ce que tu as tendance à contester l'autorité, pas l'autorité, mais l'opinion groupale? Es-tu du genre à dire comme tout le monde ou non? Tu contestes ou tu te fonds au groupe? Ce genre de dynamique-là, là, c'est important de les explorer. Puis c'est ce qu'on va voir dans le module 10. Deux belles grandes failles, deux belles grandes fragilités humaines. Puis ça parle de notre rapport c'est ça, à l'autorité et au groupe. Commençons par l'autorité. Dans cette partie quand tu vas écouter l'enregistrement de cours, on va explorer les différentes formes d'autorité. Dans votre cas, ça peut ressembler à un patron. Disons que ça va être notre forme là, archétypale. Un patron, c'est là, c'est la figure d'autorité évidente. Puis on va voir l'autorité sous ses différentes autres formes. Là. Ça peut être le droit, implique une certaine forme d'autorité. Tantôt, dans notre pré-discussion, on parlait on avait besoin des autorisations environnementales, ministérielles. Ça en fait partie d'une certaine forme d'autorité. On doit respecter ces genres de formes d'autorité. On va parler de ce genre de forme d'autorité. Le code des professions, un ordre professionnel, c'est une autre forme d'autorité qui s'exerce sur toi. La science exerce aussi une certaine forme d'autorité. Les règles universelles, là, tu parles là. Voilà, donc, mais la science en tant que forme d'autorité, ça en fait partie, puis ça va être bien illustré par l'exemple classique qu'on va citer en classe. Tiens, je brûle pas tous mes punchs à l'avance. Toi, c'est quoi ton rapport
à l'autorité? Est-ce que tu as tendance à te soumettre Bon, à l'autorité? ça dépend, tu parles de quelle autorité. Si on parle de mon boss immédiat, c'est sûr, je vais pas me soumettre à genoux en lui léchant les bottes, là, mais, tu sais, il m'a pas eu dire, oh non, ça me tente pas de faire ça. Ouais, tu là. t'en remets à imiter. C'est, ouais, c'est que tu facile de faire de l'imitation, là, mais tu sais, à la fin de la journée, c'est savoir est-ce que tu es capable d'avoir un bon rapport avec ton patron et est-ce que tu es capable aussi de pas fléchir, tu sais, à chaque fois tout ce qu'il dit. Il faut qu'à un certain point. Ouais, es-tu capable de défier l'autorité? Ben là, c'est ça l'affaire que je voulais dire. L'autorité de mon patron, des fois, je vais pas le défier, mais je vais le challenger. Il y a une différence entre les deux, là. Oui, c'est important, cette différence entre les deux, puis ça fait exactement partie des réflexions qu'on va avoir sur le rapport à l'autorité. Le devoir de se soumettre à l'autorité, parce que sinon, ça peut être un peu le chaos, là. Si tout le monde se challenge, mais le devoir aussi, surtout dans une position avec une tête de professionnel, on vous a embauché aussi pour être capable de challenger non seulement l'autorité, mais les différentes formes d'autorité autour de vous. C'est pas parce qu'on vous dit de faire quelque chose que nécessairement vous devez le faire. Vous devez comprendre la pertinence puis le sens de tout ça. Puis après ça, peut-être le faire. Puis si ça perd de son sens, peut-être poser quelques questions ou challenger l'autorité en place. Parce que justement, c'est pour ça qu'on aborde ce thème-là dans ce module-là. Parce que dans votre profession, parfois, c'est nécessaire de challenger l'autorité. Il faut se soumettre à certaines formes d'autorité et des fois, il faut contester, challenger, puis pas juste pour le fun, là, parce que vous devez invoquer des bonnes raisons pour challenger l'autorité, mais des fois, il y en a des bonnes raisons. Une personne en position d'autorité vous demande de dévier d'une norme, dévier de la science même, en disant des arguments qui n'ont aucune logique ou aucun rapport avec la science. Ça prend quelqu'un qui maîtrise l'expertise en tant que telle, qui dit non, ça se fera pas parce que ça se fait pas. Ou ça se fera pas parce que c'est pas légal. Ou donc challenger l'autorité. Du moins, ça vous donne le module 10, ça vous donnera l'occasion de réfléchir à ce genre de questions. Puis l'exemple que j'ai prévu en classe pour vous, quand vous allez écouter l'enregistrement de cours, c'est les expériences de Milgram. Est-ce que tu connais ça? Ça me dit, le nom me dit de quoi, mais j'ai oublié c'est quoi. Bon, je suis content parce qu'il y en a qui connaissent les expériences de Milgram, puis il y en a qui ne connaissent pas. Puis pour ceux qui les connaissent pas, c'est vraiment trippant. Tu vas voir une expérience, c'est de la psychosociologie où on voit, vous allez voir des expériences où on demande essentiellement, c'est de l'expérience sur des personnes. On les met dans un contexte X. Je te laisse voir la vidéo, là, mais on leur fait faire une expérience. On leur demande de poser un geste qui contredit leur propre valeur. Ici, c'est de donner des décharges électriques à une personne. T'as-tu déjà entendu parler de ça? Je te vois lever les yeux. Je sais quand ça me dit de quoi. Là. Bon, c'est vraiment de l'expérience sur la pression d'autorité en tant que telle. T'as une pression d'autorité ici, c'est incarné par quelqu'un qui a un sarrau blanc, puis qui dit à une autre personne, tu vas donner des décharges électriques. Il y a 2 personnes ici. Il y a 3 personnes. Il y a le scientifique, il y a toi, puis dans l'autre pièce à côté, il y a quelqu'un qui essaye d'apprendre des mots, puis de retenir des mots par cœur, puis à toutes les fois qu'il se trompe, tu dois lui donner une petite décharge électrique. Puis là, on commence, on donne une petite décharge. Première fois qu'il se trompe, on lui donne 15 volts. Deuxième fois, 20 volts. Ouais. Puis là, on monte tranquillement. Puis ça, c'est une belle vieille expérience. Puis le but, c'était justement de voir est-ce que la personne, s'il y a une figure d'autorité devant lui, là, c'est juste quelqu'un avec un sarrau. Là. C'est ça. Il n'y a aucune profession ou quoi que ce soit. Tu le connais même pas. Tu le connais même pas. C'est pas que ce soit ton voisin à côté qui te fait un prank puis tu le sais même pas. Là. Exactement. Là. Ça se peut que ce soit tes doutes. Mais c'est ça. Pour l'instant, c'est juste une personne qui incarne l'autorité de la science puis qui te dit non, tu donnes des voltages. Puis là, ça te permet de mesurer jusqu'à quel genre de voltage on peut se rendre. Toi, tu donnerais-tu... un gros voltage? Tant que je vois pas à personne, je dirais non, là, parce que je me dirais, t'imagines, non. T'imagines, la personne est juste en train de boire en même temps, tu sais, il prend un petit verre d'eau, là, puis tu la choques à ce moment-là, là, tu l'étouffes sur place. Un beau combo, électricité. Justement, il y en a plusieurs qui se disent, moi, je suis capable de résister à l'autorité. Je suis une personne libre, je suis une personne autonome. Puis, les expériences de Milgram, c'est de tester ça. Là. Tout le monde pense
Non, on est tous uniques, là. On Hey, se moi, dit, je suis ben, une bonne personne. Ouais, J'ai puis jamais moi, fait. je suis libre. C'est sûr que si quelqu'un me demande de donner du voltage, je donnerai pas du voltage. Ça, c'est théoriquement comment on se perçoit. Mais 1000 grammes, on va le tester, voir si c'est vrai que les personnes, ils pensent qu'ils sont comme ça. Mais est-ce qu'elles sont comme ça? Donc, l'expérience qui est mise en place, c'est une expérience qui est choquante au sens propre et figuré. Là, vous allez la voir. Puis, l'expérience des 1000 grammes, c'est pour nous montrer un peu nos contradictions. On pense qu'on agirait de telle façon, mais est-ce qu'effectivement on agirait de telle façon? Puis la posture de 1000 grammes, c'est de se dire, tu dis pas à la personne, est-ce que tu sais nager? Tu la lances à l'eau puis tu lui dis nage. Parce que c'est différent. Il y en a plusieurs qui pensent qu'ils savent nager, mais si tu les lances à l'eau, tu le sauras. C'est ça le vrai test. C'est ça. Fait qu'au final, c'est juste apprendre dans le tas et pas aller avec je pense que je ferais. Ah ouais, ben on va essayer, voir. On va voir. Puis c'est exactement ce que Milgram fait avec ses expériences. Il teste, puis il regarde est-ce que les personnes vont être soumises à l'autorité? Est-ce qu'ils vont donner un grand voltage ou est-ce qu'à un moment donné, rendu à passer 110 volts, là, ça commence à réveiller Tu le vois, matin. Là. Je te parie qu'il y en a au moins 3 là, qui sont rendus à 4000 volts puis ils vont en demander plus. Là. Le maximum, c'était pas 4000 volts, là, c'était quelque chose comme 500 volts. Ouais, ce qui est quand même beaucoup. Mais à la fin, même ça dépassait 500 volts, puis à la fin, c'était même écrit XXX, là, pour comme laisser la personne dans une zone ambiguë où ça peut être vraiment un très gros voltage et c'est même pas mesuré. C'est même pas annoncé. Puis, lui, il mesurait les personnes, est-ce qu'ils arrêtent à 20 volts? Est-ce qu'ils arrêtent à 110 volts? Ou est-ce qu'ils se rendent jusqu'au bout? Puis combien tu penses en pourcentage de personnes se rendent jusqu'au bout? Très honnêtement, je dirais, on va dire 40%. Parce qu'en vrai, on est des gens curieux, là. Fait que tu vois qu'il y a l'option d'atteindre là. Tu sais, un exemple facile, c'est le compteur de vitesse sur un char, là. Il y en a du monde, là. Hey, j'ai payé pour le char, je vais utiliser mon compteur de vitesse au complet, OK? C'est pas vrai que tu me laisses la chance puis que je vais de ça en faire. Pour les complétistes, là, c'est tentant, là. Il y a des petits boutons, là, jusqu'au bout. Je vois au moins rendu là, il a souffert 400. Oui, peut-être c'est ça, mais je te dirais que t'es plutôt optimiste parce que dans les faits, on va le voir en classe, là, c'est 2 personnes sur 3 qui se rendent jusqu'au bout. Ouais, ça fait mal, hein? Donc, 2 personnes sur 3, c'est beaucoup. Puis, c'est quoi, 65% à peu près? C'est à peu près la même proportion d'étudiants qui écoutent le podcast. Ah ben, on est tous déçus. Hein? Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est peut-être pas un hasard. Là. Tous ceux qui écoutent le podcast sont prêts à rendre jusqu'au dernier voltage. Mais c'est ce que ça dit, cette expérience-là. C'est 2 personnes sur 3 sont prêtes à faire à peu près tout si une personne en position d'autorité leur demande de le faire. Mais c'est ça, parce qu'au final, c'est pas la question de il y a un jeu qui peut aller chercher, puis là, il va se dire on va faire la boucle au complet. C'est l'idée qu'il y a quelqu'un qui lui demande de faire ça. Oui, parce que dans les expériences, tu vas voir il y a des vidéos aussi dans l'enregistrement de cours, tu vois des personnes qui luttent, là, qui veulent dire non, puis qui disent non à la personne d'autorité, puis la personne lui dit non, faut continuer. Okay. Continue, s'il vous plaît. Puis à toutes les fois que tu résistes, continue. Puis l'expérience exige que tu continues. Parce que là, ce que je me demande, c'est est-ce qu'ils font un truc test, tu sais, admettons, ils refont l'expérience avec un autre batch de personnes, mais ils font juste laisser avec le jeu de voltage tout seul, puis il n'y a pas une figure d'autorité là. Ils testent tout. Là. Ça veut dire, en classe, je vais présenter une expérience de 1000 grammes, qui est à peu près la plus classique, là, mais il y en a plein des expériences. Il y avait des expériences où tu voyais la personne à qui tu allais donner des décharges. Le fait que tu touches à cette personne, le fait que tu installes toi-même le petit bracelet qui donne des décharges, ça faisait baisser le pourcentage. Le fait qu'à un moment donné, il faisait rentrer un deuxième scientifique pendant l'expérience, puis un deuxième scientifique qui disait « on arrête ». Puis là, l'autre scientifique disait « non, on continue ». Ben ça, là, de mettre 2 figures d'autorité qui disent pas la même chose, là, c'est bon pour toi. Là, tu dis, OK, là, je me range du côté de l'expert qui pense comme moi. Là. Il y avait toutes sortes de variations, puis le but, c'était de tester l'autorité, puis qu'est-ce qui peut influencer justement ta soumission à l'autorité. Puis 2 personnes sur 3, c'est
pourquoi on parle de ça? Parce que bientôt, vous allez exercer une profession, vous allez être soumis à l'autorité, puis il y en a plusieurs qui se disent, on a vu le conflit de loyauté au module 8, là, puis il y en a plusieurs qui se sont dit, moi, j'ai un code de profession, j'ai un ordre professionnel, puis si mon patron me demande, je vais lui dire non, là. Ouais. Puis c'est ça le problème, c'est que tu penses là que tu vas dire non, mais quand ça va arriver, tu vas même pas le réaliser que tu vas contre ton code. 2 sur 3 vont dire oui, certains. Là. 2 sur 3 vont pas dire au patron, non, les 2 sur 3 vont pas poser aucune question. Là. Mais il y en a peut-être 1 sur 3 qui va dire peut-être une petite minute là. Il y a une petite opposition là. Une petite interrogation ici, monsieur. Donc, c'est ça. C'est pas que ça se passe aussi comme ça. Hey, j'avais laissé un son, désolé pour ce son-là. Vous l'avez peut-être pas entendu à l'audio, mais nous autres, dans nos oreilles, on a entendu un petit son. Donc, voilà, ça va être la pression d'autorité. Tout le monde se pense intègre et autonome et libre, mais la réalité, c'est qu'il y en a 62 à 65% qui vont se noyer, là. Ils vont se noyer, ils le savent peut-être pas, mais faut s'y préparer. Puis en contrepartie, il y en a quand même 1 sur 3 qui est capable de résister à l'autorité. Puis ce qu'on souhaite, puis c'est pour ça que je vous introduis à ça, c'est pour faire grandir ce petit pourcentage-là, pour que vous soyez le plus possible en tant que professionnel dans cette frange-là, là, de personnes qui connaissent leurs droits, qui savent qu'ils doivent parfois poser quelques questions à la figure d'autorité en place pour résister à une pression d'autorité lorsque ce sera le cas. Est-ce que tu vas être capable de faire ça? Me mettre mes pantalons de grand garçon le matin là, pour me préparer à ça avec ce cours-là. Là. Je vais les avoir, mes pantalons. Bon, on verra. Puis une dernière remarque sur le thème de l'autorité. Le module, en parlant d'autorité, on parle aussi de ce moment où vous serez aussi en position d'autorité. Parce que ça aussi, ça s'en vient. Les professionnels se retrouvent souvent dans des postes de cadre en position d'autorité. Puis ils vont exercer leur autorité. Puis maintenant qu'on sait ça, mais vous devez le savoir que peu importe ce que vous allez demander à celles et ceux qui sont sous votre autorité, il y en a 2 sur 3 qui contesteront jamais votre autorité, là. Sauf si vous donnez explicitement la possibilité de contester cette autorité-là. Parce que là, c'est ça. Dans le fond, toi, tu deviens ce fameux patron-là, puis là, tu as des ressources en tant que tel. Mais là, la ressource, elle va pas dire « Ah, je suis informé, je sais qu'ici, il faut pas le faire. » Il va juste dire « Ah, si tu le dis. » Oui, puis même, ils poseront pas de questions. 2 sur 3 poseront pas de questions. 2 sur 3, mais l'autorité, c'est fort. Il y a des personnes qui vont poser des gestes qui contredisent leurs propres valeurs parce qu'ils pensent que la figure d'autorité s'attend à ça d'eux. C'est ça. Si ton patron te le propose, c'est qu'il y a une raison. Il va pas te proposer quelque chose pour faire exprès, pour dire « je vais faire une petite pogne ici. » hein. Oui, mais même sans te le demander explicitement, la soumission à l'autorité, ça va jusque-là. Là. On le voit aussi dans des exemples éthiques dans le milieu de travail, là, des personnes qui vont poser un geste. Pourquoi tu as fait ça? Parce que mon patron il me l'a pas demandé, mais en même temps, je pense que c'est ce à quoi il s'attend de moi. Donc, c'est de la soumission, ça va jusque-là. Là. Ils attendent même pas que le patron le demande. Ils se soumettent à une demande du patron qui n'existe même pas encore. Ça fait que c'est ce qu'ils s'imaginent, on pourrait même dire. C'est ce qu'ils s'imaginent. Donc, ça peut aller assez loin, d'où l'importance de réfléchir déjà à comment vous allez exercer vous-même cette force-là. Là, parce que c'est une force, c'est là, une force d'autorité. Vous pouvez poser des gestes à une personne qui contredit ses valeurs, ne serait-ce que parce que vous êtes en position d'autorité. D'où l'importance d'être très prudent quand vous aurez ce pouvoir-là entre vos mains. C'est ça. Moi, j'ai envie de dire surtout, ne pas te dépêcher à faire une décision. C'est que tu vas souvent avoir besoin de prendre du temps pour y réfléchir avant de dire « Ouais, on y va dans cette direction-là. » Oui, puis se donner des lieux pour contester l'autorité. Quand on est en position d'autorité, se donner, montrer à celles et ceux qui sont sous votre autorité que c'est possible de contester pour de bonnes raisons. Là. À un moment donné, si tout en train de dire non avec les bras croisés, on va se tanner, là. Mais que c'est possible. Là.
La même chose dans mon cours. Je pense que je laisse de l'espace aussi pour des idées qui contredisent les miennes. Puis je pense qu'il faut que l'étudiant le comprenne, là, parce que sinon, ils vont juste dire sur les forums des affaires qu'ils pensent que le prof peut aimer. Là. C'est ça. OK, deuxième thème dans ce module, ce sera la pression de groupe. Et dans cette partie du module, on va explorer une autre belle faille humaine, c'est notre tendance à faire comme tout le monde. Les moutons, la société. Voilà, les moutons, notre tendance à se conformer au groupe, à nous fondre au groupe, parce qu'on est des êtres sociaux. On a besoin des autres, on a besoin de leur assentiment, on a besoin de leur appui. Puis c'est essentiel à ce que nous sommes. On est des êtres sociaux. Sauf ce qui se passe, c'est que dans le contexte du travail, ces pressions sociales-là, faut être capable aussi d'y résister, parce que dans votre futur boulot, le but, c'est pas toujours de faire comme tout le monde. Parfois, le but, c'est justement d'être capable de contester des pratiques. On arrive dans une compagnie, puis il y a une pratique, les gens, ou une habitude que votre entourage est en train d'adopter, mais parfois, il faut être capable d'être la personne qui conteste. Aussi une façon de faire qui peut être contestable. C'est pas obligé d'être du vol, de la fraude, là. Ça peut être plus subtil, être la personne. Ouais, ça fait peut-être 20 ans que vous faites ça, mais c'est peut-être pas la bonne façon de faire non plus. Puis je pense que c'est pas juste, j'ai des bons arguments pour le défendre aussi, là. Mais parfois être capable de contester une pratique qui est adoptée par le groupe. Toi, comment tu réagis à la pression des autres, des amis, des collègues de travail? Est-ce que t'es le genre qui j'ai une grande personnalité, on va dire. Donc souvent, c'est l'équivalent de essayer de faire éviter le glacier du Titanic, hein, et ça prend quelques heures avant qu'il se mette en mouvement. Donc, mais oui, souvent je vais avoir aussi la pression de la société. Tu sais, l'exemple parfait. D'ailleurs, tous les personnes qui écoutent en ce moment le podcast vont le savoir, là. Tu fais partie aussi du problème. T'as pas le droit de dire non, là. Mais tu sais, admettons, il y a un cours au Pouliot, le 11-12, là, le grand auditorium. Il y a un professeur merveilleux qui est en train de faire un cours et qui fait un exemple. Et quand il pose la question, hein, c'est quoi qui se passe? On le sait tous, c'est quoi qui se passe? Il y a personne qui répond. Il y a personne qui répond. Pourquoi? Parce que, lui a répondu, il est tellement intelligent, ou, non, celui-là a répondu, puis genre, c'est à lui de répondre à partir de maintenant. Mais tu sais, c'est le fait que tout le monde reste silence. Alors que réellement, il y en a qui savent la réponse. Il y en a d'autres qui savent même pas de quoi est-ce que Oui, la pression groupale, ça peut être une pression de silence comme ça. Personne ne se tait. Mais de défier, c'est des fois de lever la main. Des fois, si tout le monde a levé la main, c'est de garder tes bras croisés. Tu sais, c'est de faire différent. En classe, on le voit, là. Même des fois, je m'amuse à faire voter à main levée. Puis, tu sais, des fois, il y a des positions qui sont délicates, là. Puis là, qui lève la main, il y en a qui regardent autour. Bon, si je vois des gens lever la main, je suis pas tout seul, je vais peut-être lever la main, mais c'est pas moi le premier qui va lever la main. Donc, ces pressions-là sont là sur les réseaux sociaux. Comment tu te comportes? Est-ce que tu es un observateur? Est-ce que tu contestes le consensus groupal? Ah non, moi j'observe et je ris. Je ris devant mon téléphone comme tu regardes le tout brûlé, puis tu te réchauffes les mains au-dessus du feu. Ah, c'est tellement génial à faire ça, là. C'est parce que, tu fais juste en profiter du moment. Dans le fond, des fois, c'est plus simple de juste profiter et de laisser aller les choses plutôt que de dire ton opinion, parce qu'au final, tu es une voix parmi les 7000 autres qui ont déjà répondu. Mais en même temps, dans certains débats, si on parle du débat politique, des fois, c'est important autour d'une table de dire ce qu'on pense. C'est sûr, parce que là, à ce moment-là, c'est pas comme une vidéo d'un chien qui vient de tomber dans un escalier puis le monde qui rit versus ceux qui disent c'est de la maltraitance animale, vous devez le ramener au vétérinaire. Oui, c'est ça, mais dans un milieu de travail, il y a ça aussi. Là, ça se peut que vous soyez 10 autour d'une table, puis là, ça se met à jaser, puis là, il y a une opinion qui devient consensuelle autour de la table, puis ça se peut que tu aies pas cette opinion-là. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là, toi? Est-ce que tu te tais puis tu te dis je vais les regarder brûler? Tu sais, en tant que stagiaire. Non, c'est ça que je voulais ramener justement, et tu fais très bien de le dire, c'est que là, dans le cadre de ton travail, c'est du travail de plus. Admettons, tu dois faire la décision entre on peut aller avec tel architecte,
cet architecte-là, il nous a proposé Ouais. ce plan-là, puis on a cette entreprise qui peut le faire, versus, on devrait prendre plus de temps en arrière puis y réfléchir parce qu'il y a telle problématique qui demande, par exemple, un permis ministériel qu'on réalise qu'on n'aurait peut-être pas et d'autres affaires. Ben là, tu peux pas juste te taire et rien faire, mais ça, c'est dans le cadre de ton travail. Moi, comme stagiaire, souvent, c'est que moi, j'écoute ça puis je me dis, si c'était moi, j'irais dans quelle direction, puis t'écoutes les autres parler parce que c'est eux les professionnels. Moi, je suis pas encore formé. Mais quand c'est toi qui vas être formé, c'est toi qui vas être derrière la table, ben là, tu détermines tes 3 prochains mois de travail, ça va être sur quoi? Puis aussi, l'investissement du projet dessus et les retombées. Il faut être capable de dire le contraire de l'opinion consensuelle à table. C'est ça, c'est qu'à ce moment-là, même si c'est t'es stagiaire en ce moment, là, en ce moment, c'est une posture qui est le fun. Tu te dis, ben moi, j'interviens pas parce que je suis stagiaire. Mais en même temps, si t'es stagiaire, c'est pour te pratiquer aussi. À des fois, poser une question autour de la table. À la limite, tu peux commencer ta question en disant, écoutez, je suis stagiaire, là, je pose une question. La position, la stature de je suis petit. Là. Désolé, je suis juste le petit stagiaire, mais j'ai une question. Puis c'est ça, pouvoir contester un petit peu ce qu'ils disent, juste pour voir comment ils vont y répondre. Donc, être capable d'être cette personne-là, des fois, qui conteste le consensus, parce que des fois, ce sera ça, là, autour d'une table. L'opinion se forge, puis tranquillement, ça s'en va dans une direction. Puis si tu l'as pas contesté assez tôt, ben ça se peut que plus on avance, plus tu te ranges derrière le consensus, puis à la fin, ça se peut que tu décides de se taire, même si ta fonction, parfois, c'est de poser la question de plus. C'est ça. Puis pour explorer ce thème, on va voir les travaux d'Irving Janis. Donc Janis, qui a étudié les comportements groupaux, puis il y a les expériences que je vais vous présenter, c'est des symptômes, ce que j'appelle les symptômes de la pensée de groupe. C'est pas moi qui les appelle comme ça, c'est lui qui appelle ça. Comme ça, les symptômes de la pensée de groupe. Il a observé des décisions catastrophiques. Ils font ça en psychosociologie. Ils prennent des décisions catastrophiques. Le lancement de la navette Challenger, par exemple, où il regarde les verbatim, puis il regarde tout ce qui a mené à ça. Il pourrait regarder aujourd'hui ce qui a mené à l'échec du programme SACLIC. Là. Je ne sais pas si vous écoutez la commission Galant en ce moment, là, mais il y a ça. Là. On prend les verbatim, on regarde les courriels, on regarde ce qui s'est échangé, puis on se demande, coudonc, qu'est-ce qui s'est passé? Puis dans les travaux d'Irving Janis, il regarde ça, puis à force d'étudier des décisions comme ça ou des projets catastrophiques, il a identifié des symptômes de la pensée de groupe, ce qui fait qu'un groupe va finir par prendre de mauvaises décisions. Il y a 8 symptômes que je vais vous présenter en classe. Tiens, on va prendre le temps de faire, d'en donner un bref survol dans le podcast. Le premier problème identifié par Janis, c'est la surestimation du groupe. Donc, c'est notre tendance à penser que notre groupe est plus compétent qu'il l'est. On l'a déjà individuellement, là. On a déjà tendance, tu ris parce que tu reconnais des groupes autour de toi ou... Oui. Ben, tu sais, c'est souvent que tu t'es mettons un groupe dans l'équipe de conception et tu dis « Ah non, on a le meilleur projet, tout le kit, là. » Puis c'est après le coup que tu réalises « Ouais, c'était pas si bon que ça, hein? » mais pourquoi on finit par se surestimer? C'est exactement, ton exemple est super bon. C'est ça, c'est qu'il y a des symptômes, puis d'ailleurs, il va donner des pistes pour briser cette pensée de groupe, parce que souvent, ça va venir des fois d'un agent externe. Tu sais, si tu penses que tu es si bon que ça, ben sollicite des critiques externes, parce que sinon, si tu as juste le groupe, il peut y avoir des symptômes de la pensée de groupe à l'œuvre, puis tu t'en vas dans le mur, tu le sais pas, personne le sait dans le groupe, puis si tu le montres à quelqu'un à l'extérieur du groupe, ça se peut qu'il le voit de façon assez évidente. Là. Ouais, ils vont le pointer direct du doigt. Là. Ils vont dire, mais t'es aveugle. Ouais, je le vois tout de suite. Lui, il parle le premier symptôme, c'est ça, 3 grandes catégories. La première catégorie, c'est surestimation du groupe. Dans cette catégorie-là, il y a 2 symptômes. L'illusion d'invulnérabilité. Donc ça, c'est notre tendance à croire que notre groupe a moins de chances de se tromper que les autres groupes. C'est ça. Ça, c'est à l'œuvre. Le deuxième symptôme, c'est la croyance en la moralité inhérente du groupe. Ça, c'est notre tendance à croire que notre groupe est du côté du bien. On n'a jamais tort. On n'a jamais tort. On est gentil. On est les gentils, hein. Puis dans les débats politiques, on voit ça, là. C'est-à-dire que
mon Dieu, que les membres de l'autre groupe ont donc tort, ils sont idiots, alors que ça se peut bien que t'en aies une couple d'idiots aussi dans ton groupe, là. Donc, pas penser que t'es le porteur de la moralité et du bien parce que c'est dans ton groupe. Donc, ça, c'est les 2 symptômes. C'est-à-dire que le groupe surestime ses compétences, puis surestime sa moralité. C'est ça. Au final, on pourrait dire même, ils réalisent pas les impacts suivants. Fait que, tu sais, admettons, ils ont considéré une certaine quantité de conséquences, mais il y en a beaucoup qu'ils ont pas vu. Ils agissent à l'acte, puis c'est là, après coup, que, ouais, après coup, ils vont s'en rendre compte. Mais le but, c'est dans les symptômes de la pensée des groupes, c'est des identifier avant que le pire se produise. Ben, c'est ça. Il y a ça aussi, là. La deuxième catégorie, c'est la fermeture d'esprit. Donc, toutes les processus, le psychosocial qui fait qu'on se ferme. Le premier, c'est la rationalisation. Ça, c'est peut-être une mauvaise traduction, mais rationalisation, ce que ça veut dire, c'est lorsqu'on se met à s'inventer des raisons pour justifier notre décision, là. On s'en va dans une direction, puis on se donne des arguments qui prennent l'apparence de la raison, mais qui sont pas raisonnables. Fait que la désillusion. Ça peut être des faux arguments, des fausses corrélations, des fausses causalités, des arguments fallacieux. T'as-tu vu ça au cégep, les sophismes, l'argument de la pente glissante? Ouais. C'est le genre de choses que tu vas entendre là, dans une discussion autour de la table. Là, rationalisation, c'est ce que ça veut dire. Là, on invoque des raisons qui semblent raisonnables, mais finalement, quand on les décortique, il n'y a pas grand-chose de rationnel derrière tout ça. Ça peut être des arguments. Quel argument que je pourrais te donner? On l'a toujours fait. Donc, l'argument de la persistance dans le temps. Ah, on a toujours fait ça comme ça. Pourquoi est-ce que je changerais ma méthode gagnante? Ouais, on l'a toujours fait comme ça. Ouais, mais ça fait peut-être 20 ans qu'on se trompe, là. Ça se peut. On a peut-être été chanceux, on a peut-être mais il faut être capable de justifier pourquoi on agit comme ça et non pas dire on a toujours agi comme ça. Ça, c'est pas un argument qui est valable. L'argument de l'homme de paille aussi. Disons, quand tu es dans un groupe puis t'argumentes, ça, tu l'as peut-être plus ressenti dans un souper, là. Quand quelqu'un résume ta pensée à quelque chose de très faible, puis après ça, te dit c'est faible. C'est-à-dire que là, si je te comprends bien, là, Adam, tu es en train de me dire que, puis là, il résume ce que tu viens de dire pendant 10 minutes à quelque chose de très faible. Puis là, il dit, ben c'est faible ce que tu dis. C'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire, là. C'est sûr, si tu le résumes comme ça, c'est faible, mais c'est pas ça que je suis en train de dire. Donc ça, c'est le contre-argument. Mais voilà, puis là, je donne quelques exemples, mais ça peut se refléter dans une discussion de groupe, des personnes qui argumentent avec des arguments qui ont l'apparence de raison, mais si tu prends le temps de le décortiquer, son argument, là, finalement, ça tient sur pas grand-chose. Puis ça, faut les contester, là, parce qu'il y en a qui vont justifier, ça fait partie de la fermeture d'esprit, là, invoquer des arguments qui ont l'apparence de la raison. Lui, le symptôme, il l'appelle la rationalisation. Deuxième symptôme, on est toujours dans la deuxième catégorie. Le deuxième symptôme, c'est, il appelle ça le stéréotype à l'égard d'autrui. Donc ça, c'est notre tendance à attribuer des qualités aux membres du groupe et des défauts à ceux qui sont externes au groupe. Ouais. T'as-tu déjà ressenti ça dans un bac qui se pense meilleur que l'autre? Ou... Bah, non, mais on a raison d'être meilleur que tout le monde. On est des ingénieurs, voyons. J'ai raison. Mais non, ouais, il y a ça aussi, mais ça fait partie de notre réflexe là, dans un groupe. Puis là, faut s'imaginer dans le monde du travail, là. Alors, on essaie de prendre une décision, puis la décision, on est dans la division, je suis dans la division santé-sécurité, puis là, t'as la division, une autre division à côté, puis là les autres, ils comprennent pas, puis là, nous, on comprend comment ça fonctionne, les autres, ils comprennent pas, puis là, tout à coup, on se met à mettre des barrières entre les groupes comme ça, alors que les deux sont supposés d'essayer de contribuer à la meilleure décision possible. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on met des barrières autour de notre groupe en disant, nous autres, on comprend mieux le problème que l'autre groupe qui est à côté. Donc ça, c'est une des autres façons de mettre des barrières. Donc ça, c'est la deuxième catégorie, fermeture d'esprit. Okay. On invoque la raison de façon fallacieuse pour mettre des barrières autour de nous. Donc ça, c'est des barrières, disons, rationnelles ou raisonnables.
Puis les deuxièmes barrières, c'est des stéréotypes qu'on va faire à l'égard d'autrui. Notre groupe se ferme, puis on met des barrières, puis on dit à l'extérieur, ils ne nous comprennent pas. Tu as ça dans certaines compagnies avec les médias ou même dans les institutions publiques, le rapport qu'ils ont avec les médias. Les médias, c'est les ennemis. Donc là, on met des barrières autour de nous, alors que ça peut être une simple critique externe qui est enrichissante aussi. Si ça vient de l'extérieur du groupe, ça peut être enrichissant. Même dans vos travaux pratiques, moi je le vois, là, vous êtes dans vos travaux pratiques, là, puis là vous êtes 6 dans l'équipe, puis c'est donc bon, puis là je regarde les commentaires dans les marges, puis c'est des thumbs up, puis good job, puis c'est pas si good que ça, là. Puis moi, ça se peut que je fasse des commentaires, puis là c'est une critique externe, le prof il comprend donc pas ce qu'on a voulu dire. Peut-être que c'était pas précis, peut-être que c'est ça. Il manquait de quoi dès le départ, mais tu le voyais pas, tu étais trop la vision tunnel dedans. Ouais, c'est ça. Donc, la deuxième catégorie, c'est celle-là. Puis, la troisième catégorie, c'est une combinaison des deux, là, c'est-à-dire, on parle du renforcement du conformisme, c'est-à-dire que la troisième catégorie, c'est un cumulatif, c'est que le groupe se surestime de plus en plus et s'isole de plus en plus. Puis ça, c'est une phase qui est vraiment pas bonne, là, parce que ça peut mener à des décisions catastrophiques. Le groupe se surestime de plus en plus, puis se ferme de plus en plus. Donc là, on a un groupe de plus en plus fermé qui se surestime de plus en plus. S'il se surestime, il prend des risques de plus en plus grands. Puis là, il est isolé. Puis là, on s'en va dans le... Fait qu'on peut-tu dire que c'est l'équivalent d'une table ronde qui diminue d'espace puis qui s'élève de plus en plus pour finir à... Oui, elle est tout seule dans sa tour d'ivoire. Puis elle pense qu'elle sert le bien, que son projet s'en va dans une bonne direction, mais elle est seule, elle voit plus clair, elle ne voit plus les risques, puis elle est isolée. Donc là, on s'en va dans... Les symptômes qui sont identifiés, c'est l'autocensure. Donc là, les membres, dans une discussion, on peut remarquer là, des membres qui commencent à se taire, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont une opinion qui défie trop le consensus. Donc là, le groupe se surestime, puis toi, tu vois bien que le groupe autour de toi se trompe, mais tu peux décider de te taire parce que tu te dis, moi, je peux plus parler, là. Ça fait trop longtemps que ça se discute. J'aurais dû contester au début, mais là, je vais me taire. Non, parce que sinon, c'est le point de non-retour, puis tu dis bye-bye. Moi, j'ai peur. Là. J'étais en train de contester le consensus, puis le consensus, il est trop fort, on est trop isolé, et je suis seul, donc je vais me taire. Donc, l'autocensure, c'est là. Pression directe. Ça, c'est des symptômes qu'on peut voir aussi dans ce genre de décisions prises en groupe, où là, on va s'arranger pour faire taire celles et ceux qui défient le consensus. Ça, on peut l'avoir en classe, dans une assemblée, quand on fait sentir aux personnes qui le dérangent que la période des questions est assez longue, là, on se met à soupirer, là, c'est assez, là, on a fait le tour. Ou on est dans une réunion, on est 6 à la table, puis là, il y en a qui commencent à regarder leur montre en disant, OK, là, je pense qu'on a fait le tour. Non, on n'a peut-être pas fait le tour. Il faut prendre le temps d'épuiser le problème. Puis de façon plus large, on a le rapport qu'on a aux whistleblowers. Les whistleblowers, est-ce que c'est un terme que tu connais? Oh oui. Ben, dans le fond, c'est une personne, mettons, le chiffre, on est à 27$ près sur le projet de 3 millions de dollars, par exemple. Ben, ils vont dire, ça marche pas. Alerte rouge, faut recommencer les chiffres, faut recommencer la situation. T'es bon dans les imitations. Donc, c'est justement ça, c'est la personne qui tire la sonnette d'alarme, puis des fois, cette personne-là a raison. Ouais. Mais même si elle a raison, elle dérange, là. C'est ça. OK? Puis ça, le sort qu'on réserve à ceux qui tirent la sonnette d'alarme, là, c'est pas beau parce que même quand ils ont raison, souvent, ces personnes-là vont être isolées, vont être ostracisées, vont être bouliées. Puis le taux de dépression chez ces personnes-là, là, il est assez élevé, là. Donc, je vais présenter ces statistiques-là en classe, là, mais c'est quelque chose qu'on peut voir, un groupe qui se ligue contre une personne qui défie le consensus. On est rendu au septième symptôme de la troisième catégorie. C'est sûr qu'à l'audio, ça paraît moins bien. C'est pour ça que on va faire un petit résumé à la fin. Je me répète, oui. Illusion d'unanimité. Ben là, si on cumule tous les symptômes, ben là, on peut avoir une certaine forme d'illusion que tout le monde est d'accord.
Puis ça, c'est pas bon, là, parce qu'on a vu tous les symptômes qui ont été là avant. Là. Il y a des personnes qui ont décidé de se taire. Il y a des personnes qu'on s'est arrangé pour faire taire. Puis à la fin, on va écrire au bas de notre procès-verbal, là, unanimité. C'est ça. Là, on est fiers, là. Tout le monde était d'accord. Tout le monde était là. Ben, t'étais là. T'étais là, on était d'accord. T'étais d'accord, t'as pas parlé. T'as rien dit. Fait qu'on a assumé que t'étais d'accord. Ouais. Mais unanimité, derrière ce mot-là, des fois, il y a des contestations. Donc, l'illusion d'une unanimité, des fois, c'est ça. Là. On a l'impression que tout le monde s'en va dans la bonne direction, tout le monde est d'accord. Même si toi, tu n'es pas d'accord, mais toi, tu as décidé de te taire, ça se peut que tu ne sois pas tout seul. Là. Ben, c'est ça. Je veux dire, les votes à la fin de l'année, c'est quoi? On parle de 57% pour un parti. Hey, il reste encore 43% là, que ça marche pas. Oui, il y a des gens qui ont décidé de se taire. Donc, illusion d'unanimité. Puis le dernier symptôme, c'est uniformisation. Ça, c'est du langage propre à Davis, là. À Janice, plutôt. Vous irez voir la façon qu'il le formule. Là, c'est uniformisation par les gardes de l'esprit. Bon, ça a l'air un petit peu ésotérique. Ça a l'air fantaisiste. Oui, mais ce que ça veut dire, c'est notre tendance dans un groupe à créer des outils qui effacent les traces de contestation de l'opinion groupale. L'exemple le plus simple, c'est sur les réseaux sociaux. Il y a plein d'outils qu'on met en place pour faire taire les opinions qui contestent le consensus. Les algorithmes, c'est un peu ça, là. Ouais. Tranquillement, disons que ton algorithme, tu dis, moi, je vais plus voir cette personne-là, ou je vais plus voir ce genre de vidéo-là, ou moi, je vais plus voir... L'algorithme, il comprend vite là, que ça, là, ça te challenge un peu, puis tu le verras plus jamais, puis tranquillement, on se retrouve isolé. Ça en est des processus d'uniformisation par les gardes de l'esprit. Là, puis ça existe à plus petite échelle. Là. Des processus qu'on met en place pour protéger le groupe d'un consensus. On est bien, on pense pareil, ben, c'est ça, on est en paix. Image. On est en paix autour de la table, puis ça va bien nos décisions, puis tu sais, ben, tout va bien. Tout va bien. Ça fait 2 ans que ça roule, puis là, il y a cette personne-là qui arrive puis qui pose trop de questions. Je ne sais pas, elle est dérangeante un peu. Puis là, on s'arrange, puis là, il y a des processus qui se mettent en place pour tranquillement mettre à l'écart des personnes qui ont plutôt tendance à se retrouver sur des groupes comme ça, mais qui contestent peut-être un petit peu trop le consensus. C'est ça, ils jouent trop souvent l'avocat du diable. Ça commence. Oui, ça dérange un petit peu, alors qu'on devrait... Non, on a besoin de ce genre de personnalité-là aussi. Ben, c'est sûr que si toutes nos réunions durent 10 heures au lieu de 3, c'est un problème, là, mais faut faire attention. Des fois, ça vaut la peine. Tu sais, la justice, il y a toujours 2 côtés. Il y a raison qu'il y a toujours 2 côtés. Oui, tout à fait, bien formulé. Donc, voilà les 3 grandes catégories. Tu as bien fait, hein, je vais les relire. On a donc les symptômes de la pensée de groupe. Le but, nous dit Irving Janis, c'est de faire attention. Il y a des décisions que parce qu'on les prend en groupe, il y a des symptômes qui peuvent se mettre en place. Puis si les symptômes s'accumulent, ça se peut que ça mène plus facilement et plus intensément à une décision catastrophique ou un projet qui s'en va dans le mur. Puis les symptômes, il y a 3 catégories. Surestimation du groupe, fermeture d'esprit, renforcement du conformisme. Puis 8 symptômes. Donc, dans la première catégorie, on a illusion d'invulnérabilité, croyance en la moralité inhérente du groupe. Dans la deuxième catégorie, rationalisation, stéréotype à l'égard d'autrui. Et dans la dernière catégorie, renforcement du conformisme, on a autocensure, pression directe, illusion d'unanimité et uniformisation par les gardes de l'esprit. Voilà. Donc, deux beaux sujets, pression d'autorité, pression de groupe, 2 forces psychosociales que nous allons voir dans ce cours. 2 forces qui peuvent t'éloigner de tes propres valeurs. Des fois, c'est le groupe qui t'éloigne un petit peu de ce que tu es, de tes propres valeurs. Parfois, c'est la figure d'autorité qui peut t'éloigner de tes propres valeurs. Puis, à la fin de ce module 10, le but, c'est d'explorer ces 2 grandes failles, ces 2 grandes
pression. Puis, je vous invite aussi à aller explorer le contenu d'enrichissement cette semaine. Je vous ai ajouté l'épisode de Mindfield, c'est saison 2. Est-ce que tu as déjà écouté Mindfield? Non, ce serait la première. C'est des expériences psychosociales où on teste, un peu comme les expériences de Milgram, là, mais on teste ça aujourd'hui. Donc, ça a été filmé peut-être il y a 5 ans. Puis, on teste la pression de groupe, on teste ce genre avec des vraies personnes, des acteurs souvent, puis un setup qui a beaucoup de budget d'ailleurs. Je sais pas où ils trouvent ce genre de budget-là. Mais vous allez voir que justement dans l'épisode de saison 2, épisode 5, c'est celui-là que vers lequel j'ai pointé dans le contenu de cours. Vous allez voir une personne qui essaye de poser un geste qui est le geste moral qu'il souhaiterait poser, mais devant une figure d'autorité, devant une pression de groupe. Comment on fait pour poser ce genre de geste? On aimerait être cette personne-là. Mais est-ce qu'on va être cette personne-là? C'est le genre de thèmes qui sont abordés dans cet épisode. C'est du contenu d'enrichissement, là. Vous irez écouter ça si ça vous tente. Du moins, c'est ce qui vous attend dans ce module 10, un module super intéressant. Je pense que tu vas aimer ce module-là, Adam. Écoutez, c'est tout pour cette semaine. Donc, merci à Adam de m'avoir accompagné cette semaine. Ça fait plaisir. J'ai eu beaucoup d'amusement. Ouais, j'ai aussi pris beaucoup de temps au début. beaucoup d'amusement. Ce que vous avez manqué, c'est qu'il est arrivé avec son lunch. Il s'est installé, il a lunché, on a jasé, on avait une belle pré-discussion. Puis justement, ça aussi, c'est le fun quand je reçois des étudiants. Pas toujours 2 heures à consacrer un vendredi, mais quand on peut le faire, on le fait. Donc, merci Adam de m'avoir accompagné cette semaine. Je suis convaincu que les étudiants et étudiantes vont bien apprécier cet épisode-là. Je l'espère. On donne des exemples concrets, puis en même temps, il y en a qui l'écoutent à des moments opportuns, à différentes périodes de temps. Oui, vous irez écouter, vous irez voir la page Instagram encore, là. Il y a plusieurs lieux d'écoute. Ça va du très beau à je suis en train de faire ma vaisselle. Puis je prends une photo de moi en train de faire la vaisselle. Je trouve ça beau aussi. C'était Adam Attia qui était avec nous. Merci encore, Adam. Ça fait plaisir. Merci aussi à vous, étudiants, étudiantes, d'être là chaque semaine. On lâche pas. C'est l'été. Ça va vite. Excellente semaine. Allez, bye bye. Attends. Moi, j'ai envie de dire 2 choses. J'ai le temps de dire 2 choses? Ben oui. On va faire rapide. La première, le TP2, là. Ça revient. Ça revient rapide. Là. Fait que si t'es en train d'écouter ça, là, je te donne un conseil, là, envoie un courrier le plus rapidement possible à tes collègues. Là. Tu les connais comme moi, là, t'as besoin d'avancer. Non, là, c'est le moment. Là. Si vous n'êtes pas encore là, c'est l'urgence. J'ai fait un rappel la semaine passée, mais c'est encore plus urgent cette semaine. Écoutez, la date butoir, là, ça s'en vient très vite. Puis effectivement, ça peut se faire en un week-end, là. Mais c'est tout votre week-end. C'est pas recommandé. C'est pas recommandé non plus. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui m'écrivent là, qui veulent des rétroactions sur leur TP. Je dirais que plus on se rapproche de la date butoir, moins j'ai du temps pour vous faire des rétroactions. Puis là, vous êtes plusieurs là, à vous dire que c'est peut-être le moment d'entamer. Mais moi, j'ai pas plus de temps qu'à la mi-session. Là. C'est ça, t'es comme nous. Là. T'avais 2 choses? Ta deuxième chose? La deuxième chose, quand on termine un module, un épisode, là, c'est quoi qu'il faut donner à la fin? Là? L'indice, c'est ça? Un bon indice. Bon, t'as-tu un indice à nous proposer? Écoute, j'ai mangé un très bon repas ici. Hein. Je me demande c'était quoi le repas que j'avais mangé. Hein. Tu veux faire une pub? On va faire un peu pour le poulet rouge. Hein. Pourquoi pas? Hey, on va essayer de se faire financer le podcast par Poulet Rouge. OK, ça va être notre indice. Aujourd'hui, je vais mettre mon petit son ici. L'indice cette semaine, c'est... Le poulet rouge. OK, bye bye. Merci encore, Adam.